En général, les gens cherchent des domaines où les intérêts stratégiques essentiels en matière de sécurité peuvent être harmonisés. Alors, dans quel domaine les États-Unis pourraient-ils respecter l'Iran et que l'Iran doit-il respecter des États-Unis ou d'Israël? Et s'il existe des domaines qui ne peuvent pas être harmonisés, il faut alors chercher des moyens de gérer la concurrence. Si rien de tout cela n'est possible, alors bien sûr, la guerre devient une option. C'est ce que j'apprécie souvent dans les discussions avec des personnes issues du milieu du renseignement. Au moins, elles ont la maturité de s'asseoir avec l'autre camp, de comprendre sa politique, ses traditions, ses cultures, tout cela. Précisément parce qu'on ne déteste pas ses adversaires. Il faut être capable de tracer les limites de ce que la diplomatie peut accomplir avant d'emprunter la voie de la guerre. Le problème, je pense, ce sont les idiots baveux, nos politiciens, nos journalistes. C'est simplement la haine et le mépris pour l'autre camp. C'est tellement aveuglant. Comme tu l'as dit à propos de l'Iran, il y a cette idée qu'ils sont juste des méchants toujours prêts à nous attaquer, et que quiconque n'est pas d'accord avec ça est soit naïf, soit dans la poche des ayatollahs. Tu sais, ce genre de pensée extrémiste et radicale est vraiment très destructrice. Je ne sais pas d'où cela vient en Occident. Si c'est juste quelque chose qui reste de l'hégémonie, cette idée que tous les adversaires doivent être diabolisés. Je n'ai jamais compris ça. C'est très étrange. Nous n'étions pas comme ça avant. Nous pouvions nous asseoir et apprécier le point de vue de l'autre, sans haïr nos adversaires. Désolé. Non, j'allais justement dire que c'est une combinaison de deux choses. Le lobby sioniste, depuis le début des années 1970, a été très actif pour convaincre les États-Unis qu'en particulier l'Iran représentait la plus grande menace islamique. Et ce que je trouve fascinant, et je l'ai vu de mes propres yeux, c'est qu'immédiatement après le 11 septembre, je travaillais avec le commandement des opérations spéciales de l'armée américaine, avec le GSOC et le SOCOM, et le niveau d'ignorance concernant l'islam sunnite par rapport à l'islam chiite était incroyable. Pour eux, un musulman en valait un autre. Et quand on essayait d'expliquer que, dans le cas de l'Iran en particulier, ce pays avait été à plusieurs reprises attaqué par ces extrémistes musulmans sunnites issus de la secte wahhabite basée au Pakistan, ils ne comprenaient pas. On les appelle les Deobandis. Mais vous savez, pendant de nombreuses années, l'Iran combattait ces mêmes extrémistes islamiques que nous, aux États-Unis, affirmons nous avoir attaqués le 11 septembre. Donc dès le départ, cela aurait dû faire de nous un allié naturel de l'Iran. Mais ensuite, il y a eu ce courant souterrain, profond et obscur, où la CIA finançait et soutenait nombre de ces groupes sunnites radicaux pendant la guerre d'Afghanistan contre les soviétiques, avait établi des relations et des contacts, puis avait continué à les utiliser au point de les déployer lors de la deuxième guerre de Tchétchénie contre la Russie. Et nous avons vu récemment avec Al-Jolani, je veux dire, vous savez, un véritable ancien d'Al-Qaïda, passé par l'État islamique, puis de l'État islamique au front Al-Nusra. Et ensuite, à partir d'Al-Nusra, il crée sa propre organisation. Et il reçoit des accolades à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, bon sang. Donc vous voyez, on crée ce récit simpliste, musulman, mauvais, États-Unis, bon. Et puis on range l'Iran dans la catégorie des méchants, sans vraiment comprendre comment ils ont combattu le même extrémisme islamique que nous prétendons combattre. Et pourtant, à travers mon ancienne organisation, nous finançons et soutenons ces mêmes extrémistes. Je veux dire, c'est là qu'on prend du recul et qu'on se rend compte que le monde n'est pas tel qu'on nous le présente. Oui, eh bien, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites après les attentats du 11 septembre. Les gens oublient souvent que le premier dirigeant étranger, je crois, à appeler Bush,
a été le président Poutine. Et vous savez, il disait en substance, « Nous pouvons coopérer avec vous. Construisons un partenariat sur cette base. » Et c'était une idée sincère. Tant que les relations entre les États-Unis et la Russie restaient centrées sur le redécoupage de l'Europe à travers l'expansion de l'OTAN, tout serait toujours à somme nulle. Mais ils se sont dit, nous avons aussi un problème avec ces fondamentalistes. Alors peut-être que cela pourrait être une occasion de surmonter l'héritage de la guerre froide et de devenir de véritables partenaires. Cette occasion n'a pas été saisie. Et comme vous l'avez dit, c'est la même chose avec l'Iran. Ils combattaient en réalité les mêmes ennemis. Les Iraniens se sont également adressés aux États-Unis. Rien. À la place, cela fait quoi? 25 ans maintenant. Et au lieu de cela, non seulement les États-Unis, mais aussi l'Occident politique se sont alliés à Al-Qaïda en Syrie. Franchement, on croirait rêver. Que faisons-nous ici? Les chemins non empruntés sont tout simplement extraordinaires. Mais sur cette voie menant maintenant à la guerre contre l'Iran, c'est bien là que nous semblons nous diriger. Quelles armes les États-Unis ont-ils rassemblées? Avez-vous une vue d'ensemble claire? Parce qu'il ne semble pas que cela va simplement être une autre guerre de 10 jours. Il leur faudrait une quantité incroyable, non seulement de défense aérienne, mais aussi de capacités offensives, s'ils veulent s'en prendre à un adversaire aussi massif que l'Iran. On m'a dit que nous avions déployé un très grand nombre de chasseurs-bombardiers F-35 dans la région. Il y a le F-35C qui opère à partir des porte-avions, mais en plus de cela, il y a d'autres F-35 basés à terre qui ne décollent pas des porte-avions. Ceux-là sont utilisés pour ce qu'on appelle la SEAD, la suppression des défenses aériennes ennemies. Vous savez, dès qu'on parle de choses militaires, il faut utiliser des acronymes, parce que c'est tout ce qu'ils emploient. Mais la mission SEAD, c'est exactement cela. J'ai reçu un message d'un de mes lecteurs à Erevan, en Arménie, disant qu'il y a là-bas une forte présence américaine, un important déploiement de C-17 et d'autres avions. C-17s and other aircraft there. Didn't mention if any personnel had disembarked. Ils n'ont pas précisé si du personnel avait débarqué. Ainsi, les États-Unis déploient des forces dans la région, mais ils le font en partant du principe que l'Iran ne sera pas en mesure de détecter, encore moins d'arrêter, ces appareils. Le F-35 est connu comme un avion furtif. Le problème, c'est que les Chinois auraient déployé un radar spécialement conçu pour détecter les avions furtifs. On entre donc dans des eaux extrêmement dangereuses, car il ne s'agit pas seulement de l'Iran qui se lève en disant « Très bien, nous allons riposter ». Vous savez, pendant la guerre de 12 jours, ils auraient pu bombarder toutes les bases américaines. Il y a au moins 10 à 12 bases différentes dispersées du Qatar jusqu'à l'Arabie saoudite, au Koweït, en Irak et en Syrie. Mais elles n'ont pas été touchées avant la toute fin, lorsque Trump a reçu l'ordre, je cite, d'anéantir Fordo. C'est alors que l'Iran a frappé la station radar de la base aérienne d'Al Udeid au Qatar, et tout s'est terminé. Cette fois, ce ne sera pas le cas. Les chiites de toute la région, en particulier en Irak, se sont déjà soulevés et ont déclaré qu'ils lanceraient une attaque totale contre les intérêts et le personnel américain. Cela pourrait donc très rapidement, devenir incontrôlable. Je pense que l'Iran a la capacité d'infliger des dégâts dévastateurs à Israël. Ils éviteront Jérusalem, mais ils détruiront Haïfa et Tel Aviv, d'une manière qu'Israël n'a jamais connue auparavant. La dernière fois, Israël a été frappé d'une façon qu'il n'avait jamais subie. Cette fois-ci sera bien pire. Et la dépendance envers les systèmes THAAD, Patriot ou Dôme de fer, ils ne fonctionneront pas. L'Iran dispose de trop de missiles. Ils submergeront et épuiseront d'abord les systèmes de défense aérienne. Mais ils possèdent aussi des missiles capables de voler à des vitesses hypersoniques
et de manœuvrer, ce qui rend impossible leur interception par ces systèmes. Which makes it impossible for them to be shot down by those three systems. Yeah, I don't like it when Je n'aime pas quand il y a trop d'imprévisibilité en jeu ici. Mais voilà ce que je veux dire. Les États-Unis ne savent pas exactement ce que possède l'Iran. Tout ce qu'ils savent, c'est que les Israéliens les avertissent que l'Iran a réussi à reconstituer la plupart des choses qu'ils avaient soit tirées, soit perdues lors de la dernière guerre. Mais si l'on ajoute à cela, je pense que les Russes, comme je l'ai dit, et les Chinois savent que cette guerre ne sera pas courte comme les précédentes. Elle sera beaucoup plus brutale et prolongée. Donc je pense qu'ils trouveront aussi des moyens d'apporter leur aide, même si ce n'est qu'en fournissant du renseignement ou quelques radars capables de détecter mieux que ceux des Israéliens. Je veux dire, de toutes les manières dont ils peuvent aider avec des armes, sans, bien sûr, s'engager dans une guerre ouverte avec les États-Unis. Mais avec toute cette imprévisibilité, il est tout de même très étrange que les États-Unis soient prêts à aller de l'avant avec cela. Je veux dire, il y a eu par le passé des jeux de guerre qui ne se sont pas très bien terminés. Donc, la décision de continuer malgré tout, c'est presque ma seule source d'optimisme, car cela semble tout simplement trop insensé pour qu'ils aillent réellement jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que... Eh bien non, j'allais justement dire cela. Donc contrairement à ce qui s'est passé le 13 juin 2025, la guerre de 12 jours, puis à cette dernière tentative de déclencher une révolution de couleur qui a commencé le 28 décembre et a duré jusqu'à environ le 10 janvier, il y avait principalement des agents du renseignement du Mossad sur le terrain en Iran. Ils ont joué un rôle crucial, surtout pendant la guerre de 12 jours, en aidant à détruire certains systèmes de défense aérienne, ainsi qu'à guider des armes au laser sur leurs cibles. À ma connaissance, Israël ne faisait pas voler d'avions en Iran ni au-dessus de l'Iran pendant la guerre de 12 jours. Ils utilisaient encore des frappes à distance. Eh bien, ces réseaux de renseignement, je pense, ont maintenant été complètement compromis à cause de ce que les Iraniens ont découvert l'année dernière et de ce qu'ils ont fait cette fois en suivant les terminaux Starlink. Donc on commence par là. Ils disposent de moins de capacités de renseignement sur le terrain. En fait, ils sont plus aveugles aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été. Mais nous avons aussi le précédent des États-Unis avec leur groupe aéronaval ou groupe de frappe en mer Rouge en mars dernier lors de l'opération Rough Rider. Dans cette opération, la marine avait reçu pour mission spécifique d'établir la liberté de navigation en mer Rouge. Cela signifiait qu'un navire pouvait naviguer où il le souhaitait sans être harcelé, coulé ou attaqué, et qu'il fallait épuiser et affaiblir les capacités offensives des Houthis, ainsi que leurs relations et leur soutien de la part de l'Iran. Telles étaient les trois missions. Et pour y parvenir, à un moment donné, un premier porte-avions est arrivé, puis un second. Donc, il y avait deux porte-avions, et chacun d'eux était accompagné de 4 ou 5 destroyers et d'un croiseur. Le rôle de ces navires est d'assurer une protection défensive. Ils disposent de missiles de défense aérienne, généralement une centaine par navire, destinés à être tirés sur les missiles Houthis entrants. Maintenant, si l'on regarde ce que nous avons au large des côtes iraniennes en ce moment, nous n'avons qu'un seul porte-avions, d'accord? Nous avons donc la moitié de ce que nous avions en mer Rouge, et au lieu d'un total de 5 navires capables d'assurer la défense aérienne, nous n'en avons plus que 3. Ce qui rend la situation encore plus faible, c'est que chacun de ces 3 destroyers, au lieu d'avoir un ensemble complet d'environ 100 missiles de défense aérienne dans leurs cellules de système de lancement vertical, imaginez-les comme des tubes intégrés dans le pont du navire, en possèdent désormais moins.
Le missile entre, un missile est tiré. Eh bien, au lieu d'avoir un effectif complet d'une centaine, ils n'en ont qu'environ la moitié, peut-être 50 à 60. Le reste, ce sont des missiles de croisière Tomahawk. Maintenant, il a dit, « Oh, eh bien, il pourrait tirer ces missiles de croisière Tomahawk avec le GPS. » Mais d'après ce que je comprends, ces navires restent à environ 1000 milles des côtes iraniennes, car l'Iran dispose de drones et de missiles anti-navires capables de parcourir plus de 1000 milles. Et quelle est la portée d'un Tomahawk? 1000 milles. Donc s'ils les tirent, ils atteindront à peine les plages, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme s'ils pouvaient frapper profondément à l'intérieur de l'Iran. Ainsi, quand on prend du recul et qu'on examine cela d'un point de vue militaire, il faut dire qu'en se basant sur la situation en mer Rouge, les États-Unis disposaient de tous les avantages militaires sur les Houthis. Les Houthis n'avaient pas de force aérienne. Ils disposaient d'un stock limité de missiles et n'avaient aucun système de défense aérienne. Et pourtant, nous avons échoué, complètement échoué, à les empêcher d'interférer avec les navires qu'ils voulaient attaquer. Et maintenant, nous allons nous mesurer à l'Iran, qui possède une force aérienne moderne et des systèmes de défense aérienne modernes, soutenus par la Russie et la Chine. Il dispose d'un incroyable arsenal de missiles balistiques et de croisières enfouis dans des villes souterraines très bien protégées. On ne peut pas détruire cela simplement avec un missile de croisière Tomahawk, par exemple. Alors nous allons nous engager dans ce combat. Et comme je l'ai dit, je partage votre perplexité. Mais à quoi diable pense-t-il? What the hell are they thinking?